Bonjour à chacune et à chacun de vous qui nous écoutez présentement. Je suis Joanne de Montigny, psychologue clinicienne et consultante pour le Repos Saint-François d'Assise à Montréal. Vous écoutez notre première capsule audio rendue disponible sur notre site InfoDeuil dans la semaine du 18 mai 2020. J'aimerais souligner que c'est grâce au soutien de la direction du Repos Saint-François d'Assise que nos entretiens voient le jour avec des experts autour de la question de la mort et du deuil. Je tiens donc à remercier le directeur du Repos Saint-François d'Assise, Alain Chartier, et son assistante, Élise Briand, que je salue avec gratitude. Aujourd'hui, nous aborderons la place du rite funéraire depuis des millénaires, ce qui le définit ce rite depuis les 30 ou 40 dernières années, et enfin, ce qui le chavire depuis la survenue du COVID-19. Je suis plus que fière de vous présenter notre brillante invitée, Luce Desaulniers, anthropologue de renom au Québec comme à l'étranger. Luce Desaulniers, je vous la présente un peu plus. Elle est docteure d'État en anthropologie, professeure émérite à la faculté de communication à l'UQAM. C'est elle qui a fondé en 1980 le programme d'études interdisciplinaires sur la mort. On lui doit une fière chandelle. Elle vient de déposer chez l'éditeur Boréal son plus récent manuscrit pour le moment qui sera bientôt publié, et voici le titre que l'on attend avec impatience: Le temps des mortels. Ce titre évocateur s'associe fort bien avec l'entretien que nous allons mettre de l'avant dans le contexte d'une pandémie marquant de plein fouet l'année 2020. Je vais tutoyer Luce, car imaginez-vous que j'ai la chance de l'avoir comme une précieuse amie depuis la fin des années 90, ou en tout cas même un peu avant. Bonjour Luce et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais donc commencer par le commencement. Ma première question: pourrais-tu nous définir ce que c'est un rite? Alors bonjour Joanne, bonjour à l'ensemble de l'équipe et surtout aux gens qui nous écoutent pour cette première expérience audio du point de vue du Repos Saint-François d'Assise de votre site web. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rite? Un rite, c'est pour le dire simplement, hein, c'est un ensemble de gestes ou de conduites corporelles qui portent d'une certaine façon un sens symbolique important. C'est pour ça que ça le différencie d'une technique. C'est un ensemble de gestes que l'on fait, qu'on se sent comme tenu de faire psychiquement devant un changement quelconque, devant tout changement en fait. Et ce changement-là, ben évidemment, il peut advenir dans le rythme du temps au fil des jours. Ça peut être par exemple ce qu'on va dire un petit rituel en fin de journée, hein, pour la doudou, etc., etc. Des rituels qui se font aussi d'une façon récurrente lors des fêtes annuelles, que ce soit des fêtes de saison ou que ce soit les fêtes des individus. Mais on remarque qu'à chaque fois qu'il y a un changement, on veut saluer le changement et surtout, on veut accueillir l'effet que ce changement-là porte sur nous comme tel. Donc, un rite, c'est donc un ensemble de gestes symboliques, c'est-à-dire qui disent des choses, bien sûr, dans une intention, mais pas dans une attente précise. On effectue un rite parce qu'on a le sentiment intérieur, on a l'intuition qui va nous faire du bien.
Et donc, un rite, c'est un assemblage assez équilibré entre des gestes qui sont prescrits ou qui sont prescrits par la coutume ou qui sont réglés dans un rituel, justement dans une forme quelconque. Donc, d'un côté, un certain nombre de règles, de l'autre, un certain nombre d'improvisations. Il se situe dans un temps aussi un temps précis. Il faut lui accorder un temps qui le soustrait du temps ordinaire. Bachelard disait que le rite, c'est comme la fête d'ailleurs, ça effectuait une trouée dans le temps. Faut accepter d'être suspendu pour un certain temps. Et également, le rite combine le fait qu'on ait à se déplacer ou qu'on aménage un lieu différent du lieu de l'ordinaire. Si c'est un lieu ordinaire, ben on le décore, etc. Ou on se déplace vers un lieu qui allie à la fois une forme de naturalité et également une forme de construction architecturale, etc. Tout ce que je te dis, Joanne, je le dis en ayant à l'esprit, sur le rite en général, en ayant bien sûr à l'esprit le rite de mort. Mais c'est ce que je veux simplement dire, c'est que tout rituel vise d'abord à communiquer un état mental, un état d'être, une émotion, un sentiment, et donc tout rituel vise la communication. Ce qui fait que, de façon générale, un rituel va s'effectuer à au moins une personne, à deux ou trois, et là, il y a toute la gradation entre ce que moi j'appelle des micro-rituels qui sont bien présents chacun chez soi, à des rituels grandioses qu'on retrouve à l'occasion de grandes fêtes collectives ou encore, comme on pourra éventuellement l'évoquer, des catastrophes qui concernent un grand nombre de personnes. Oui, c'est une définition assez claire et j'avais une petite sous-question parce que je t'entends présentement dire, hem, rite et ou rituel et finalement, je ne sais pas si, j'ai, bien lu, mais on disait que le rite, c'est le nom pour dire, ce que tu viens de nous expliquer et rituel serait l'adjectif. Mais toi, tu sembles pas trop en faire la différence. Est-ce qu'il y en a une? Ben, en fait, j'en fais une justement dans le travail, que tu as cité d'emblée, mais en fait, pour le il y a toute une série de gestes, par exemple, dans l'activité. Je vais parler d'abord de l'activité rituelle. Il y a toujours des gestes d'échange de cadeaux, de dons de sa personne, bon, il y a toujours ça minimalement, mais moi, je fais une distinction. C'est vrai que tu as raison que le mot rituel, ça peut être un adjectif, mais il y a eu tellement de confusion ces dernières années entre rituel et rite. Tout était devenu rituel, une routine, quelque chose qu'on fait de façon débonnaire et de façon presque habituelle, c'était devenu un rituel. Alors que ce soit un rituel ou un rite, ça engage une relation et ça engage une signification. On fait ces gestes-là qui sont investis de quelque chose de nous-mêmes, ce qui n'est pas nécessairement le cas de la routine. Donc, et là où il y a une différence pour moi entre rituel et rite, elle est relativement simple. Un rituel va permettre de communiquer les uns avec les autres. Ça va être, par exemple, ce qu'on va retrouver, le rituel on appelle ça commensal, de se retrouver avec les copains une fois par semaine pour prendre un apéro, prendre des nouvelles de la semaine, et cetera. Ça va être les rituels de rencontre d'équipe, ça va être ce genre de choses-là. Donc, permettant une communication. Le rite a une valeur, je dirais au plan symbolique encore plus forte parce que ce qui va permettre, ça va être une communion entre les gens, c'est-à-dire d'un commun accord, on va se concerter autour d'une valeur, autour de quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus grand que nous. Et donc, par rapport au rituel, je te dirais, il y a un rituel, par exemple, justement par rapport au rite de mort, il y a un rituel, le rituel, on va dire qu'il est simplement rituel si la seule chose qu'on fait, c'est échanger des propos concernant la personne qui est disparue,
c'est déjà quand même beaucoup, on va s'entendre, mais quand même. Alors qu'on va passer, si on veut, à la dimension rite, on va se hisser du rituel si on va, dans la cérémonie funéraire, avoir recours à ce en quoi croyait cette personne-là, à une force qui dépasse l'individu, qui dépasse le groupe. Ça peut être la nature, la philosophie, les croyances religieuses, etc. Autrement dit, le rite nous permet de dépasser l'expérience individuelle et la communication de nos états d'âme pour les déposer dans quelque chose de plus grand, qui est supra-groupe, au-dessus du groupe, au-dessus du temps du groupe aussi, et dans une espèce de, sans être dans le cosmos, mais peut-être dans une espèce d'orbite qui à la fois contient, mais nous aide à chercher du sens, à faire du sens autrement que ce que l'on voit à vue de nez, ce que l'on ressent dans le moment présent. Je ne sais pas si c'est Mmh. clair. D'accord. Oui, c'est très clair et ça fait du bien de voir un petit peu toutes ces nuances, hein. Luc, on avait déjà échangé ensemble, à propos de 3 temporalités, hein, de Oui, regarder le oui. sous ces 3 temporalités. Je pense qu'il y avait d'abord ses fonctions, on en a parlé un petit peu là, mais est-ce que tu voulais élaborer sur ces temporalités? Oui, en fait, je dirais qu'il y a 3 temporalités dans l'histoire du risque qui ne suivent pas nécessairement, mais je vais y aller très grossièrement. Il y a une première temporalité qui est, celle qu'on a éprouvée et vécue et validée depuis des millénaires et qui me fait dire qu'il y a 3 pôles dans le rite ou dans et je là, je vais aller dans le rite funéraire comme tel. Il y a 3 choses importantes qui se jouent l'une avec qui ne peuvent pas se jouer dans le fond une sans l'autre. Le premier pôle comme tel, c'est le mort, la personne du mort. On va souvent dire que le rite de mort, c'est un rite de séparation, mais il faut considérer dans un premier temps que la personne qui est morte, elle s'est séparée, son entité totale, qui était corps, âme, esprit, mettez-les selon les différentes croyances, elle a dû se séparer. Et par exemple, lorsqu'on expose une dépouille, on voit justement une dépouille, c'est-à-dire un être, une personne qui est dépouillée de ce qui a fait d'elle une personne entière. Donc, elle a dû se séparer. Et je te dirais, et je le dis de plus en plus d'une certaine façon, pour pouvoir se séparer de l'autre, c'est important de savoir comment de se rendre compte que lui, il a dû se séparer. Donc, il y a un constat qui doit être fait dans un premier temps sur la personne du mort, c'est-à-dire ou le mort comme tel, ou ce qui symbolise le mort. Ça peut être une urne, justement, c'est moins puissant qu'un corps, mais bon, ça peut être des objets familiers qui le représentaient ou qui étaient présents au moment de sa mort, etc. Donc, il faut qu'il y ait dans un rituel funéraire quelque chose qui renvoie au mort comme tel, et ce mort-là, l'enjeu de tous les rites, anciens et modernes et actuels, c'est de disposer du corps, mais de disposer du corps d'une telle façon digne que peut-être, dans le meilleur des cas, on articule cette disposition-là matérielle à des croyances, à une spiritualité, à quelque chose qui signifie plus que, bon, on se débarrasse, pour dire un mot un peu rude, mais on dispose de la dépouille. Se séparer du mort, ça veut dire lui trouver une place physique et lui trouver une place métaphysique dans l'univers des morts, dans la société des morts, quelle qu'elle soit. Elle peut être laïque, elle peut être religieuse, mais c'est définitivement ce point-là qui est important. Et je dirais que c'est comme la pierre de touche, le point de départ de tout rituel social. Et mine de rien, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui à toi et à ceux qui nous écoutent, c'est que le rituel de séparation du mort et de s'assurer que le destin du mort est bien accompli d'une façon à la fois physique et métaphysique est le gage d'une bonne partance du deuil intime. Autrement dit, cette cérémonie-là qui peut se faire de façon sociale
un peu plus groupale ou collective, et comme une bonne partance, qui nous permet une bonne portance du deuil comme tel. Donc, le premier pôle, c'est le mort comme tel. Le deuxième pôle, c'est évident, mais c'est quelque chose sur lequel qui a pris presque toute la place depuis quelques décennies. C'est justement, c'est les survivants, c'est les proches, c'est ceux que la mort de l'autre a laissé tout fin seul, avec souvent l'impression d'être abandonné. Donc, c'est à la fois les gens, les proches, mais les gens autour des proches pour lesquels cette perte-là résonne également parce qu'ils sont témoins de l'affection que la personne qu'ils aiment avait pour la personne qui n'est plus, etc. Donc, il y a des ondes de réverbération de ce chagrin-là et pour les très proches, il y a 2 mouvements importants, c'est de rendre, de rendre, c'est ce qu'on étudie dans le deuil, c'est de faire ce que l'on doit, ce qu'on estime être juste envers son mort, comme manifestation d'affection, manifestation de regret, de déchirement, et donc de déchirement avant même, parce que de dire son déchirement, c'est ce qui va nous aider à se détacher par la suite. On peut pas dire tout de suite qu'on se détache, non. Alors, donc, à dire qu'on a de la peine, et en disant qu'on a de la peine, justement être assuré que, d'une certaine façon, on rassure le mort magiquement sur sa propre survie. Ça reste au fond de nous, ça, depuis le début de l'humanité. Donc, les proches ont à dire des choses, à signifier des choses à leur mort, et les gens autour des proches, donc les amis des endeuillés, ont aussi à signifier, et ça c'est fondamental, leur soutien, leur empathie, leur affection aussi à leur tour, et aussi, de la même manière que les proches peuvent le font dans toutes les sociétés, de signifier l'importance que cette personne-là avait pour les uns et les autres. Ça, donc, c'est très réconfortant, c'est très important, mais dans une orbite générale où on se sépare en même temps, c'est tout embouffeté, on se sépare en même temps de ce mort-là. Puis enfin, le troisième pôle, je vais aller un peu vite, mais ça, c'est fondamental, et c'est un point important, c'est que quand on fait une cérémonie funéraire qui est un rituel, pour que ça devienne un rite, ce qui est très important, c'est que on le fait de façon implicite, bien sûr, on n'est pas obligé de fonctionner qu'avec, voilà, 1 + 1 = 2, mais c'est qu'on dépose, comme je disais tout à l'heure, ce chagrin-là, dans quelque chose qui est plus grand que soi, et donc ça peut être, quand on pense au groupe, ça peut être le lignage, ça peut être les générations, d'où l'importance que les enfants, les petits-enfants soient présents, et arrière-petits-enfants dans certains cas. Donc, il y a quelque chose qui renvoie au groupe d'origine et au groupe qu'on a créé. Il y a quelque chose également qui renvoie au groupe d'appartenance qu'on a traversé tout au long de notre vie. Donc, cette mort-là, de cet individu-là, est un moment extrêmement important, à la fois pour que le groupe qui se sent un peu un peu dépivoté, un peu beaucoup dépendamment des circonstances, dépendamment, bon, que ce groupe-là se retrouve, en train de se construire ensemble une commune image de l'autre, hein. Même si tout le monde n'a pas la même image, mais ce qui est très important, c'est qu'il y ait une jonction des représentations que les uns et les autres se faisaient de la personne qui était décédée. Alors, on se construit ensemble quelque chose à propos de cet être-là, et mine de rien, c'est très consolant. Alors, ça c'est fondamental, et ce qui est encore plus fondamental, c'est que à partir du moment où on parle de l'autre, on peut parler, comme je disais, de ce qui lui appartenait comme valeur, ce qu'il manifestait, mais également, c'est comme si on déposait ce mort-là dans quelque chose de plus grand que lui. Oui, il a fait vivre certaines valeurs, il a essayé du mieux qu'il a pu. Il a pas besoin d'être un génie, hein, juste dans le quotidien, qu'est-ce que cette personne-là a créé comme tel. Et donc, le groupe, en nommant ces valeurs-là, se met en route pour les intégrer, et les intégrer par les temps qui vont suivre. Et ça, c'est extrêmement fortifiant. Et enfin, il y a un point que je trouve qui est aussi fondamental, c'est que le rite de mort, quand on renvoie à des valeurs
plus grande que nous, donc on est vraiment dans le rite, ça nous permet de nous éduquer à la réalité de la mort, au destin humain. Et je pense que ça, c'est donc dans toutes les sociétés, les rites de mort ont été le lieu justement, non seulement de prendre conscience de la mort, mais de nous éduquer les uns les autres à comment on fait les uns envers les autres, quel est notre devoir envers les morts d'une certaine façon et quelle place on attribue aux morts. Et en faisant ça, la communauté, la collectivité se resserre, se ressoude et on se rend compte quand on regarde de façon transversale l'ensemble des sociétés, on se rend bien compte que à partir des cérémonies de mort ou de rites social qui lancent le deuil intime, c'est de cette manière-là, à la fois qu'on donne de sérieuses et de profondes bases au deuil intime, mais également qu'on recrée la culture parce que c'est à partir de là que le groupe se refonde, mine de rien, retrouve l'énergie, et se refait une santé, comme on dit, parce que normalement, et ça valait pour les petites unités sociales, un rite vient, je dirais, réparer un tant soit peu la brèche que vient introduire la mort de cette personne-là. Donc, ça nous éduque à la réalité de la mort, mais aussi au fait que, ben, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant pour avancer un peu mieux comme groupe et comme groupe forcément partie d'une culture. Et c'est ce qui explique, pour finir avec ce point-là, c'est ce qui explique d'ailleurs que la fin des rituels, lorsqu'ils sont accomplis dans tout leur sens, ben cette fin-là est coiffée ben pas d'une fête, mais d'un repas funéraire où on se retrouve les uns les autres à se requinquer, même à rigoler à rire, parce qu'il y a une décharge de la tension qui était une tension bien sûr nécessaire pour c'était pas un conflit, c'était une tension nécessaire pour s'assurer tous et chacun que le mort, on a fait ce qu'il fallait pour lui. Donc, c'est ça je dirais le grand schéma un peu rapide, mais le grand schéma classique des rites qui donc jouent d'une façon extrêmement souple entre les bienfaits pour les individus et les bienfaits pour les collectivités. C'est peut-être extrêmement rapide, tu dis, Luce, mais je dois te dire que c'est extrêmement clair. Ça fait tellement de bien de voir ces 3 pôles, comment ils peuvent nous servir et puis je pense que, tu sais, quand on le premier pôle, donc le mort, souvent on oublie ce que tu viens de nous expliquer, qu'il a dû, lui, se départir de sa vie parce que souvent, on pense déjà au manque qu'il crée en nous laissant, en nous quittant, mais on doit dire que lui, il doit quitter tout ce qu'il possédait et après, ben, pour les survivants, je trouve ça aussi vraiment intéressant quand tu nous expliques les manifestations, où est-ce qu'on doit nommer cette peine et c'est comme si on lui dit, de façon, posthume: «Je t'aime, je t'aimais», c'est il y a quelque chose de réparateur, je crois, dans ce deuil, qui commence et qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va aller mieux dans ce chemin du deuil, quand est-ce qu'on va moins souffrir. Puis finalement, ce que tu nous dis du rite, de son importance, je crois que c'est extraordinaire de pouvoir comprendre la nécessité de se rassembler et de s'offrir les uns les autres des mots qui nous soignent, des gestes qui nous enveloppent. Et on aura l'occasion tantôt de parler de tout ce qui se passe présentement ce que l'on vit. Mais j'aimerais passer à une prochaine question, Luce, parce qu'on en a parlé un tout petit peu et tu avais identifié les 30 ou dernières 40 années, là, une sorte d'abus, tu appelais ça comme ça, formaliste, à une autre forme d'abus qui était le témoignage seul. Oui, Ça m'intrigue beaucoup de t'entendre nous parler de cette forme peut-être, d'abus formaliste et d'abus seul. oui, tout à C'est fait. quoi le phénomène? C'est le phénomène, il est,
en fait, il est prégnant un peu partout dans le monde, qui est lié, à plusieurs facteurs, qui est lié à l'urbanisation, qui est lié, à notre rythme de vie complètement effréné, qui fait que tout doit passer et passer rapidement. On est dans l'éphémère, valorisé, si tu veux. Mais on était également du côté d ben, ça vaut pour tous les rites, mais ça vaut également pour le rite de mort. Mais ce qui est de particulier dans le rite de mort, c'est qu'on s'est rendu compte, et avec raison, qu'il y avait un monopole de sens, hein, qui avait été récupéré, au Québec, par l'Église catholique, mais aussi qui est récupéré, je dirais, quand on analyse, l'ensemble des religions, qui est récupéré, heu, par les religions comme telles. En fait, la réalité de la mort donne un carburant et un moteur, hein, les 2 en même temps, à l'ensemble des religions. Quand je dis monopole, c'est que je dis que il y avait les gens étaient sur l'impression que, hors de l'Église, point de signification en regard de la mort. C'est sûr que il y avait dans ce qu'on appelle l'eschatologie catholique, c'est-à-dire les fins dernières, comment le mort survit dans une vie autre, et dans l'au-delà, il y avait quelque chose de tout à fait, cohérent et tout à fait intéressant au niveau de l'histoire des religions. Mais néanmoins, ce qui a choqué et beaucoup de gens, c'était à la fois la rigidité formelle dans la manière d'effectuer les funérailles, et c'était la mainmise de la parole qui était, aux mains justement des religieux, des prêtres, et qui avaient, je dirais, un discours à la fois très, déconnecté par rapport, aux fins dernières, mais aussi très déconnecté par rapport à l'individu qui était mort. Donc, tout en offrant, cela dit, et ça c'est très important de le souligner, un cadre. Tout à l'heure, quand je parlais de lieu où déposer, ça offrait par excellence le lieu où le déposer, c'est-à-dire on se sortait un peu de notre peine pour essayer de se dire: «Mais qu'est-ce qu'il y a par-delà la réalité de la mort?» Donc c'est sûr qu'il y avait un pouvoir relativement consolant. Mais là où, il y a eu exagération, il y a eu, justement l'impression, et à juste titre, qu'on a eu tout le monde de se faire dire quoi penser. C'était unidirectionnel, unidimensionnel comme tel. Donc, à cette imposition-là de l'extérieur, on a voulu réagir, je le dis de façon un peu schématique, et la façon qu'on a eu de réagir à cet abus-là du propos, des prêtres et de leur monopole de l'interprétation de la mort, ben on a réagi en voulant, en s'accaparant son mort, c'est-à-dire en disant: «Beh, cette personne-là, c'est mon mort, personne va mettre la main dessus», si on peut ainsi parler. C'est pas comme ça qu'on se dit ça, mais c'est comme ça que je peux le décoder. Et donc, on s'est retrouvés avec non plus des funérailles, mais une cérémonie, c'était d'ailleurs le mot qu'on utilise le plus, une cérémonie dite d'hommage en l'honneur du disparu. C'est-à-dire, où finalement, on se réunissait et on montait, si on veut, un portrait, et on fait toujours un portrait, dithyrambique, de la personne qui est décédée, souvent pour en rester à des anecdotes, à des traits de caractère, à des éléments comme ça, finalement, qui ne nous sortent peu de l'orbite de la relation qu'elle a pu avoir, ce qui est bien important, on s'entend, mais qui font juste parler de nous et nous et elle, comme si cette personne-là n'avait pas existé dans l'univers, comme si cette personne-là n'appartenait qu'à son groupe, même si elle a contribué à l'identité des uns et des autres. Donc, il y a eu, à mon avis, et ça continue encore, un abus de, de panégyriques, absolument, phénoménaux, peut-être aussi en relais de la démocratisation qu'on a voulu avoir, à la fois de démocratisation parce qu'on a descendu les religieux, et non pas la religion, mais les religieux de leur piédestal, mais également en s'axant sur le modèle qu'on avait des personnages publics qui meurent, pour lesquels on qu'on encense, etc., etc. Ce qui est très important, parce que ça nous permet de retracer
en quoi ces personnes-là ont contribué à ce qu'on est, mais si on ne renvoie pas à des éléments qui nous poussent en avant et qui nous poussent à nous dépasser, ben on reste au ras les pâquerettes et on reste, si on veut, avec très peu de différence si on considère les anniversaires par exemple, des dizaines ou moi j'avais toujours appelé ça, je rigolais parce que j'appelais ça ça s'appelait des biens cuits à l'époque, mais à l'époque où on a commencé à incinérer, je disais oui, c'est justement un très très bien cuit parce que on fait un hommage funéraire qui est pratiquement identique à ce qu'on a été durant notre vie. Et ça a donné ces dernières années, et ça donne toujours des funérailles comme je veux à mon image. Alors que, donc, ça fait des funérailles hyper personnalisées, je veux bien, avec ouvrant toutes les fantaisies possibles, ce qu'on appelle les funérailles à la carte, mais il y a autant de cartes qu'il y a d'individus à la limite. Donc, où on met de côté l'aspect, il y a des éléments de prescription de règles qui sont même en mineurs, tout à l'heure quand je te disais, il y a un équilibre à trouver entre des règles et une forme de spontanéité. Il y a un équilibre à trouver entre la façon de procéder d'un officiant, quel qu'il soit, laïque ou l'autre, et la participation des uns et des autres. Donc, c'est un équilibre qui est très délicat à tenir. Mais là, on dirait qu'on est passé au registre, je dirais peut-être pas exclusif, en tout cas largement majoritaire, d'hommage à ce qu'était une personne et jamais en fait pas jamais, mais on renvoie pas à la réalité de la mort. L'accent superfétatoire sur les individus fait que la mort est tassée. Oui, je veux une mort comme je veux, mais la réalité de la mort, on n'en parle pas. Et donc, c'est comme quelque chose de presque surréel où on se retrouve avec uniquement des signes ou des symboles de la vie de l'autre et rien qui signifie le fait qu'elle soit morte. Ça veut pas dire nécessairement qu'on va avoir une photo de lui dans sa tombe ou s'il y a pas de salon funéraire c'est pas ça que ça veut dire, mais il y a rien qui nous symbolise la réalité, d'une mort et de la manière dont cette personne-là a pu mourir. Donc je pense qu'on est allé d'un excès d'abus clérical et autoritaire et des pouvoirs en place à un abus des pouvoirs subjectifs, hyper individualistes et hyper, à la limite, narcissiques. Mmh. Oui, alors, si je comprends bien et je veux pas, réduire, ce que tu dis parce que c'est tellement important, mais si je devais le résumer, est-ce qu'on pourrait dire, le prêtre, lorsqu'il, s'occupait, des funérailles lui-même et c'est comme si on pensait que le défunt appartenait définitivement à Dieu et que maintenant, avec, le monde moderne et les témoignages, on a l'impression que le défunt appartient à la personne qui de qui on entend l'hommage personnalisé. Est-ce que c'est un peu ça? C'est comme si on est passé c'est comme tu dis, avant c'était simplement, que le défunt appartient à Dieu et puis que maintenant, il appartient à celui ou à celle qui en fait l'hommage. C'est exactement ça, Joanne. Merci beaucoup, beaucoup de le résumer de cette manière-là et c'est très important que tu dises le mot «appartenir». Parce que parce que ce que ça signifie, appartenir, s'approprier, ça renvoie à une conduite défensive, hein. Ça renvoie peut-être à une conduite défensive devant l'angoisse de mort. Il y en a de toutes les sortes des conduites défensives, on pourrait en parler longtemps, mais celle-là, c'est une conduite qui nous rassure dans un premier temps, apparemment, mais qui fait en sorte qu'on se charge beaucoup trop, particulièrement quand les proches se chargent de moduler leur deuil en fonction de leur subjectivité, de ce qu'ils estiment être l'évolution de la relation avec l'autre, par exemple en ramenant les cendres à la maison. Il y a une appropriation hein, qui est, dans le fond, un appauvrissement
que ce soit du point de vue des excès religieux ou que ce soit du point de vue des proches, parce que le mort, il appartient à personne. Il appartient, si tant qu'il appartienne à quelque chose ou à quelqu'un, il appartient à l'espèce humaine et il appartient plus largement encore aux vivants. Et le vivant, le vivant ne se renouvelle que par la mort. C'est sûr que c'est difficile de concevoir ça quand on est frappé en plein cœur par un deuil, mais si au cours de notre vie, on se met à penser que le vivant, il appartient au registre du vivant, et le registre du vivant, il y a ses lois propres, et la loi propre du vivant, c'est que euh, on naît, on grandit, on se développe, on descend doucement et on meurt. C'est ce que moi j'ai appelé l'arc du vivant. Et ça, si on le conçoit depuis qu'on est tout jeune, ben ça va faire en sorte que le vivant comme le mort va appartenir au vivant comme tel dans le sens générique du terme, à la planète, bon, et donc va prendre encore beaucoup plus soin de ce fameux vivant-là qu'il ne le fait jusqu'à date. Et c'est pour ça que c'est très important de considérer que la mort, c'est bien sûr la fin d'une vie. C'est évident que c'est ça, mais on a été depuis 200-300 ans habitués à concevoir la mort que comme une fin, alors que c'est également une condition de la vie comme telle. C'est sûr que ça peut nous consoler comme tel, et c'est sûr que ça aussi, ça peut être perverti. Parce que moi, j'ai entendu dans des funérailles depuis plusieurs années, que voulez-vous, c'est la vie. Attendez une minute, c'est un peu trop tôt pour dire que voulez-vous, c'est la vie, hein. Et donc, il risque d'y avoir une banalisation de la mort dans cette rationalisation que la mort, c'est la loi du vivant que je viens de t'évoquer. Je veux juste simplement dire que la mort, il faut la prendre à bras le corps au moment où elle arrive. Il faut l'affronter parce que l'affronter comme réalité tragique, oui, et aussi comme une loi, une condition même du vivant qui a ses propres règles. Donc, c'est ce qui fait que le mort, il nous est cher, ça nous enlève rien de penser ça. Ça enlève rien à la relation, à l'affection, aux failles de la relation qu'on a pu avoir. Ça enlève rien à l'évolution de cette relation-là au fil du temps, bien après la mort. Mais ça fait juste en sorte que ça peut être justement une forme de réparation que de penser que la personne qu'on aime, ben, elle est dans un ordre qui nous dépasse. Mmh. C'est ça. Oui. Ah oui. C'est oui, c'est quelque Excusez-moi, c'est un peu chose et philosophique, madame. Oui. ah mais on peut dire que la philosophie nous aide, à bien saisir les choses, hein, à réfléchir surtout, hein. Puis l'anthropologie, parce que là, je suis en train de parler à une très grande anthropologue. Plus, Ben, j'aimerais continuer je sais pas grande ou pas grande, mais l'important, ce que je voulais simplement te dire, c'est que, quand on réalise ça au niveau des rites funéraires, s'il y avait une seule chose à retenir aujourd'hui, quand on accomplit avec justesse, et sentiment de justice, par rapport autant à la personne morte que nos autres proches, qui ont aussi leur propre relation avec cette personne-là, par rapport aux groupes collectifs qui ont été importants dans sa biographie. Quand on fait ça j'allais dire comme il faut, hein, comme ils disent, on a fait ça comme il faut, ben, il y a, je dirais pas, il je dirais presque une joie. Il y a un sentiment d'accomplissement, de quelque chose qui est important et qui nous rassure et qui nous offre un petit peu de consolation. Et c'est pour ça que le rituel, de le faire et de bien le faire, pour moi, c'est une très belle clé d'entrée dans le deuil. absolument et ça m'aide, avec tes propos, à entrer dans cette question incroyable que nous vivons présentement, Luce. On ne pourrait pas ne pas l'aborder parce que ça vient toucher exactement à notre sujet, sur lequel on est en train d'échanger, c'est-à-dire, le deuil, la mort, le rite. Et je voudrais, placer tout ça dans la situation actuelle. Je ne sais pas si on dit le COVID ou la, parce que j'entends l'un et l'autre. C'est peut-être comme la
c'est peut-être comme une après-midi ou un après-midi, mais en tout cas, j'en le Oui, et la COVID et disons le COVID-19 qui vient chambouler là, notre réflexion puis nos actions autour du rite. On dirait que le virus invisible nous éveille sur la question de la mort, de l'importance du rite pour dire adieu à nos bien-aimés ou à nos mal-aimés, là, on peut dire, qu'il y a une réparation peut-être à ce moment-là, puis à la pesanteur du deuil qui actuellement est reporté, hein, au jour, où auront lieu les funérailles, un jour, qui n'est pas possible de prédire pour le moment. Je m'inquiète un peu de ça, de ce que ça va faire et à ce compte-là, il y aurait peut-être des sous-questions. Ce que tu penses, des rites, actuels, virtuels, qu'on essaie de créer pour se donner un espace? Est-ce qu'on pourrait l'appeler l'espace, non pas de remplacement du rite, que l'on reporte, mais un espace de transition? Et est-ce que ça fait du bien ou est-ce qu'on est en train, de se leurrer par rapport à faire, ce genre de rencontres et de rassemblements virtuels? Ce serait une sous-question à tout cela, à cet éveil sur la mort et le rite. Et je peux pas faire autrement aussi de te dire à quel point j'ai été, moi, personnellement, très touchée au tout début et heureusement, on n'a plus revu ça. C'est anecdotique, mais je sais que des familles ont vécu ça au début de la crise. Quand on voyait on n'avait pas le choix, les camions réfrigérés qui attendaient les dépouilles, hein, dans les stationnements des CHSLD. Moi, j'ai eu mal partout. J'avais mal pour les familles en deuil, parce que justement, je me disais: «Comment imaginer son mort, dans ce lieu?» hein? Et peut-être que les endeuillés, pensaient: «Mais un jour, je vais aller l'installer mieux» et c'est ainsi qu'on se consolait. Alors, il y a beaucoup dans tout ce que je te demande, mais peut-être commençons, puisque c'est le cas beaucoup présentement. Qu'en est-il du rituel virtuel et qu'en est-il du deuil qui risque de se prolonger? OK. Je vais te répondre, Joanne, si tu permets, par quelque chose de un cadrage un petit peu plus général, parce que ce qu'il y a d'inusité, ce n'est pas que l'interdit, tout l'ensemble des interdits sanitaires qui font en sorte que les rituels et où les rites sont singulièrement ébréchés, c'est le climat de mort dans lequel la COVID nous a placés planétairement. Quand je dis le climat de mort, c'est qu'on est dans un état d'ahurissement, de surprise, dans un climat de déroute. Pour des raisons très simples, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on est mis en paradoxe à beaucoup de niveaux. Par exemple, tout ce qu'on disait sur la globalisation qui était triomphante, ah ben là, la globalisation, elle est pas mal moins triomphante parce qu'elle est douloureuse, parce elle est vecteur de ce satané virus. Alors, tu vois, donc on entre en contradiction, en paradoxe par rapport à ça. Autre paradoxe, on était dans la visibilité à tout craint, parce que c'est comme si quelqu'un avait une valeur dans la vie juste s'il était visible, reconnu, etc., avec les réseaux sociaux et compagnie. Et là, on se retrouve devant un virus qui est invisible. Ah là là, ça vient vraiment écorner nos modes de pensée, nos modes d'être. Autre point, on était dans une mythologie absolue du contrôle. Hein? Contrôle la mort, contrôle la vie, etc. Et là, on se rend compte que on est devant quelque chose de tout à fait désordonné qui nous dépivote et qui nous déstructure. Donc, les gens qui perdent des proches actuellement, qu'ils perdent leurs proches par la COVID ou qu'ils perdent leurs proches d'une autre manière, ils baignent dans un climat dans lequel tout le monde baigne, qui est celui-là, qui est un climat de déroute face à la mort ou face à la vie, face aux choses auxquelles on croyait. Donc, on se dit, mais de quoi doit-on faire le deuil? De quoi doit-on se départir pour mieux vivre? Et là, et avant de se dire de quoi doit-on se départir, peut-être qu'on peut se dire, ben, qu'est-ce qui fait qu'on en est rendu là? Et ça, je pense que c'est une question importante à se poser
d'une façon, je dirais, un peu plus macroscopique. Mais tout ça, ça percole doucement, ou brutalement plutôt, dans justement les situations que vivent les gens qui sont en plein fouet, vraiment de plein fouet, attaqués dans les possibilités qu'ils ont au plan rituel. Par ironie, je dirais, on avait beaucoup raccourci et même négligé d'une certaine façon le rituel de mort pour le prendre strictement basique. Mais là, la COVID nous place devant quelque chose d'atroce, c'est-à-dire des gens qui il y a pas 6 mois auraient escamoté le rituel, ben là, ils se retrouvent devant une situation où non seulement le rituel est escamoté, mais l'ensemble de l'enchaînement des gestes qu'ils voulaient élémentairement faire pour leurs proches, ben cet ensemble-là est interdit, est objet de tabou comme tel. Parce que voir ton proche 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, c'est pas l'accompagner quand il est sur le point de mourir comme tel. Euh, Se rassembler, évidemment, c'est la chose la plus interdite. Et là, tu touches quelque chose de fondamental qui est les rituels qu'on peut porter d'une façon virtuelle par défaut de présentiel. Ben moi, je me dis, c'est un ersatz, c'est-à-dire c'est un succédané qui fait pas tout le travail, mais qui quand même est moins que rien, est moins que le silence et que le sentiment d'aberration dans lequel on vit. Et je te répondrai après sur les containers comme tels. Donc, moi, je me dis, si on est en absence de présence pour nous-mêmes lors de la mort de l'autre et lors de la prise en acte de la réalité de sa mort, ben il faut s'accrocher aux pauvres petits signes que l'on a comme tel. Si l'adieu à la personne du mort est interdite ou elle est permise à un ou deux membres de la famille, il y a des gestes symboliques, c'est même à la limite même pas du rituel, mais des gestes symboliques qui sont très importants. C'est de capter au mieux possible à la fois la réalité de cette mort-là. Moi, j'ai souvent dit à des gens dernièrement, vous savez, si vous arrivez puis vous voyez votre mort dans, vous savez que vous allez voir un sac avec un papier, hein, ça, c'est atroce. Ben, pour atténuer ça, mettez une fleur mettez une fleur. Offrez-lui quelque chose, hein. Euh, Offrez-lui cette forme d'adieu-là qui est métaphorisée par quelque chose ou n'importe quoi d'autre comme tel. Et prenez une photo de ça. C'est deux gestes qui sont fondamentaux parce que à la fois il y a un geste d'offrande et un geste de traçage. Et ce geste-là de traçage de la photo, ça pourra être mis dans un panier qui pourra être le point de départ après le confinement et après les interdits de rencontres à proximité, qui pourra être retravaillé dans l'esprit d'un rituel qui prenne en charge l'ensemble des émotions qui ont été vécues à ce moment-là, parce que si on les enregistre pas, il y a encore plus de chances que le deuil soit, mettons, avec des hoquettes. Moi, je pense pas que le deuil soit impossible parce que de toute façon, le deuil, ça fait son propre chemin à l'intérieur de nous. Mais la dimension sociale qui supporte, ben, à ce moment-là, qu'on enregistre les signes, qu'on enregistre entre le moment où la personne meurt et le moment où on peut faire une petite cérémonie par Zoom, je sais pas, à 10 ou 15, ben, il y a la possibilité de glaner ces signes symboliques-là et de faire en sorte qu'on se retrouve d'une certaine façon ensemble à les partager. Plus, pendant que tu parlais, j'avais quelques images, d'objets, des objets symboliques, des choses très puissantes, qui nous rallient et qui nous relient aux défunts, qui nous rallient, entre endeuillés. Maintenant, j'ai assisté, à des funérailles un jour. Mon grand ami avait perdu un de ses parents et j'ai vu que les petits-enfants, beaucoup de ses proches, allaient déposer, hein, vers, l'autel, où se trouvait, le cercueil, allaient déposer des offrandes, leur offrande. C'est-à-dire que c'était comme si
toutes les personnes reconnaissaient ce que ce grand-papa avait apporté au monde. Et entre autres, il avait été un fermier, très, très dévoué pour sa famille et pour aider bien sûr, à nourrir, la société. Je voyais un petit enfant qui avait pris, un panier de 6 bouteilles de lait en vitre avec, le petit bouchon, en carton et puis qui était allé porter ça pour dire: «Merci grand-papy, d'avoir, donner du lait, à ton monde auprès de toi et à un monde plus éloigné grâce au métier que tu as exercé avec courage toute ta vie» et je nommerai pas tous les objets, mais j'ai vu les objets réunis. À ce jour, je les vois encore et c'était tellement puissant, quand j'ai vu ces objets réunis. Alors, si je te comprends bien, tu es en train de dire que peut-être, si nous, on pensait à un objet, là, présentement et qu'on se le montre, par exemple, sur, vidéo et qu'on dit: «Regarde, j'ai la montre de notre papa et toi, qu'est-ce que tu as, Édouard?» «Ah bien, moi, j'ai son porte-clés» et qu'on se dise: «Ben, un jour, on apporte tout ça ensemble lorsqu'on pourra faire de véritables funérailles». Est-ce que c'est un peu ça que tu es en train de nous expliquer? C'est un peu ça parce que l'objet est un médiateur important pour 2 raisons. Parce que, heu, toute mort, nous signale, je dirais, à la fois notre limitation, à nous et à l'autre qui est mort, mais la limitation, intrinsèque à la vie humaine. Mais dans le cas de la COVID, c'est une limitation qui nous, brutalise par sa massivité d'éruption, par les conditions dans lesquelles elle survient. On pourra reparler des personnes âgées, mais donc ça commande, je dirais, l'ampleur de l'indignation et de la colère commande une action qui soit un tant soit peu créatrice. Sinon, on reste dans cet esprit-là de déroute et de comment dire, d'impuissance et de victimisation. On se sent victime d'un système et on n'a pas tort non plus. Donc, tout rite nous oblige à faire quelque chose. C'est pour ça que c'est très important que les gens qui savent qu'ils vont mourir ne décident pas l'ensemble du rituel par le détail parce que les autres sont paralysés. Donc, il faut agir si on veut pas mourir à notre tour. Agir, ça veut pas dire s'agiter, ça veut dire, comme tu l'as dit, réfléchir, faire des gestes où on mobilise notre attention individuellement et ensemble, et effectivement, où on rassemble ces objets-là qu'on peut trier. Évidemment, sans ça, ça fait un peu bric-à-brac, mais enfin, des modalités, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il faut sélectionner, parce que ça aussi, ça fait partie du deuil. Mais ce qui est très beau dans ce que tu soulèves, c'est l'intention de donner aux morts et dans un lieu particulier qui est le lieu de la cérémonie comme telle et qui nous permet à la fois de nous relier à la biographie de cette personne-là, mais à ce que lui a donné au monde. Et on donne à l'autre en fonction de ce que lui a donné. Parce que vivre, c'est se donner. Ça reste quand même ça. Et ça vaut pour toutes les funérailles, qu'elles soient post-Covid ou non. Et on dirait que peut-être par le défaut ou par l'absence des funérailles actuellement, on est en train de découvrir certaines vertus au rite comme tel et à cette potentialité du rite de nous aider à déposer dans quelque chose de plus grand et à nous dépasser comme tel. Et donc ça devient vraiment une occasion de transcendance. Autant on a eu l'impression, et à raison, dans les premiers temps, d'être paralysé et d'être complètement privé, d'être volé de la mort de l'autre. Et très souvent, en partie, pour la plupart, en tout cas pour un certain nombre, eux-mêmes ayant été volés du dernier adieu à leurs proches. Donc, cette zone de enflée-là, il faut la désenfler tout doucement et de préparer ce genre d'offrande-là nous permet de temporiser la blessure et de faire en sorte que, ben, on se retrouve les uns les autres
dans une attente, bien sûr, dans une attente, on est suspendu, on ne sait pas quand est-ce qu'on va se retrouver, mais en ce sens-là, ce que je trouve intéressant, puis c'est toi qui d'ailleurs qui me le faisais remarquer, c'est qu'on rentre on a un rapport au temps dans ce type de deuil-là actuel qui est très proche du rapport au temps que vivent l'ensemble de nos concitoyens, c'est-à-dire un rapport au temps qui est complètement désorganisé, qui est déstructuré comme tel, qui est justement en suspension. Tout le monde vit ça. Mais si il y a une caractéristique au deuil, au premier temps du deuil, c'est bien ça, c'est d'être désorganisé, d'être ambigu, de pas trop savoir, d'avoir une forme d'incohérence qui est tout à fait, je dirais, tout à fait saine comme telle. Et comme on est privé de cette bonne portance-là affectueuse qu'on le reçoit les uns les autres lors des funérailles comme telle, qu'on n'a pas de de cette ritualité-là qui est sociale, ben, entre-temps, dans ce temps de suspension-là, ce qui est très important, c'est de développer justement d'autres sens. Par exemple, la vue et l'ouïe, comme on est en train de faire, toi et moi, on se voit pas, mais on est en train de se parler et de se dire que on peut, et ça, moi, je le constate beaucoup pour beaucoup de gens autour de moi, qui respirent mieux, qui reprennent du temps pour considérer certains éléments. Et à cet égard, dans ce temps-là qui est un peu plus respiré, qui est un peu plus allongé, peut-être que les gens en deuil, et ça c'était justement une chose dont on a discuté toi et moi, les gens en deuil sont peut-être plus susceptibles de trouver une bonne oreille, une bonne écoute, parce que les gens sont plus disponibles tout simplement et qu'il y a une forme d'analogie entre ce que vivent comme humanité et ce que l'autre peut vivre comme humanité, bien sûr, mais personne qui a perdu quelqu'un qui qui nous est absolument, important comme tel. Et donc, l'important, je pense, dans cette nouvelle temporalité-là, c'est de faire des choses qui nous ancrent dans le présent, mais en ne gardant pas ça pour soi, en faisant des Skype ou des Zooms, enfin peu importe, avec nos proches de temps en temps, puis en faisant ensemble des gestes qui nous renvoient à l'esprit de l'autre. Une autre chose que j'ai suggéré, c'est un peu, ça va avoir un peu quétaine, mais c'est par exemple, vous êtes 3 ou 4 et vous convenez qu'à tel jour, telle heure, malgré la distance, en dépit, en dehors de la distanciation, vous vous rendez au parc que votre aimé aimait fréquenter. Vous vous rendez chacun de votre bar, puis c'est une chasse au trésor. Vous ramassez quelque chose qui vous rappelle votre proche et vous revenez, et puis vous dites voilà. On est allés en même temps, il y a une synchronicité rituelle. On a eu l'occasion de penser à l'autre, d'être à l'affût des signes du temps, des oiseaux, etc., et de glaner donc quelque chose qui nous rappelle l'autre. C'est dans ce sens-là qu'on va inventer des gestes, mais on n'inventera pas le sens parce que ce sens-là, de prendre des choses et d'en faire un bouquet qu'on offre à l'autre et qu'on s'offre nous-mêmes pour nous renforcer, ben ça, c'est universel. Voilà, fait que c'est ça que je voulais dire par rapport au rituel actuel. Je sais pas si tu veux qu'on parle des containers. Pas C'est trop, vrai. pas trop, mais un petit peu, pas trop, parce que C'est une c'est grosse pas tout le descente monde ça, hein? Oui. qui a fait un séjour là, mais je veux juste dire pour ceux et celles qui nous écoutent, qu'il nous reste à peu près 5 minutes, ça vous situe? Et avant de dire un grand merci tantôt à Luce Desaulniers, mais pour le moment, peut-être Luce, si tu as une idée pour les familles qui auraient vu ça au tout début, hein, parce que tellement de choses qui sont arrivées au début et qui, au fil du temps, se réparent, là. Mais je pense quand même aux gens qui ont pu vivre des choses extrêmement difficiles. Aimerais-tu en dire une phrase ou deux là-dessus, Luce? Moi, je leur dirais je leur dirais première chose, mais ça, c'est l'historienne ou l'anthropologue qui parle, c'est de se dire que c'est de relativiser. C'est pas comme au Moyen Âge, comme ça a pu arriver, ou lors de la grande peste des années, de 1430, autour de ça, où les corps étaient déposés, dans des charrettes, sans trop
sans linceul souvent, hein, c'est arrivé et déposé comme ça dans des fosses communes. Hem, ça nous renvoie à un vieil archétype qui est le corps mort est quelque chose de désagréable. C'est d'ailleurs pour ça on l'a, on n'expose plus parce qu'on est tellement axé sur un hédonisme à à à courte vue et et donc le corps mort est quelque chose d'assez difficile, mais en même temps, c'est le butoir à partir duquel tout le rite se met en place. Le fait qu'on ait fait ça, c'est à la fois c'est très étrange parce que ça fait partie des paradoxes de notre société. À la fois, on veut préserver les morts, dans le sens qu'on préserve les dépouilles, on les enveloppe, on les met dans un truc réfrigéré. Puis en même temps, puisqu'on est dans une sorte de panique, on veut pas négliger les morts, mais ce qu'on néglige, c'est les survivants parce on les met dans une zone où ils sont tout à fait indistincts, un par rapport à l'autre, n'importe comment, peut-être pas n'importe comment, mais n'importe qui. Le container, c'est horrible en soi, mais on comprend que c'est pour préserver de la contagion, mais c'est ce que ça représente au plan symbolique, ça représente l'anonymat et au moment où on est dans la perte atroce, on est dans la hyper singularité et donc on comprend que c'est un heurt, c'est une blessure terrible au plan des sensibilités, au plan symbolique, même si on a voulu bien faire, on l'a fait un peu vite comme beaucoup de choses, mais bon, mais même si on a voulu bien faire, c'est un heurt parce qu'à la fois on protège le mort, mais on le protège pas parce qu'on l'anonymise très rapidement. Et l'anonymisation des morts dans toutes les sociétés, généralement, ça survient après 10-15 ans. Et là, c'est après 10-15 minutes. Alors ça, c'est assez, ou 10-15 heures. Donc, il y a euh, je dirais de peut-être pour soi-même, de bien se traiter physiquement euh, pour essayer de réparer cette blessure-là qui nous est faite dans notre propre corps par association avec le corps de l'autre. Mmh. Oui, oui. Ah Ben, ça oui. me vient comme ça, là. Ben, ça te vient comme ça, mais déjà, juste tes paroles, en associant notre corps, en prendre soin et puis tout ça, il me semble qu'il y a déjà quelque chose qui fait grand bien. Oui, mais je veux simplement te dire, Joanne, que on n'est pas habitué, on sait pas tu sais, on est toujours incompétent devant la mort, hein, qui qu'on soit et là, devant une mort avec à la fois plus ou moins prévisible et plus ou moins massive, plus ou moins, qui plane au-dessus de nous comme une ombre, ben, tous les refoulés qui étaient les nôtres depuis, mettons une centaine d'années par rapport au refus de la réalité, de la mort, au refus de créer à partir de la mort, ben, tout ça rebondit et s'enchevêtre et fait en sorte qu'on est un petit peu mélangé, et on fait pas toujours les bonnes choses et à ce niveau-là, peut-être qu'on peut comme société, à la fois exiger un peu plus d'éthique, mais être aussi un peu indulgent. Oui, mais merci et Luce, je ne sais pas s'il y a un mot ou une phrase que tu veux dire avant qu'on se quitte? Moi, je veux te dire quelque chose et puis peut-être que je te laisserai le mot de la fin. Mais, d'abord, je veux te dire sincèrement un si grand merci parce que tantôt quand tu parlais, ben, tu m'as déjà enseigné, puis après j'ai eu, la chance immense, d'être chargée de cours dans ton programme, Oui. à l'université et je me souviens de toi comme professeur, je me disais: «Mais quelle chance on a de l'avoir devant nous». J'ai toujours déploré qu'on pouvait pas t'entendre, partout sur la place, publique à la limite parce que je me disais: «C'est de ça qu'on a besoin». On t'entendait à l'université, on avait la chance de te lire dans des revues scientifiques et puis on t'entendait dans des congrès et puis c'était toujours, tellement pour chacun de nous, heu tu nous élèves, tu nous soulèves avec, ta pensée et là, je me disais ce matin, ben, la COVID ou bien la situation actuelle, c'est donc pas agréable, on le sait, plusieurs en souffrent, mais il va y avoir de belles choses qu'il faut déjà nommer et ce qu'on fait ce matin pour moi,
c'est l'une de ces belles choses qui va ressortir, de ce drame, c'est que plusieurs, enfin, de partout, pourront se connecter et t'entendre. Ah T'entendre mon Dieu! Mon Dieu! non, mais Je t'entendre, je la voyais pas venir. je Oui. non, mais je suis très sincère, Luce. T'entendre, parce que je sais que ta vie a été, de beaucoup de travail et beaucoup de vaillance. Tu fais pas n'importe quoi, loin de là. On a hâte de te lire d'ailleurs dans ton prochain livre. Mais tu sais, il y a des gens qui sont des cadeaux dans la vie et puis ce sont des gens qui nous éclairent et que veux-tu? Tu fais partie de ces grandes personnes qui, vraiment, défrichent des sentiers qu'on n'ose pas sur lesquels on n'ose pas aller. Et finalement, ben, ce matin, tu nous as fait faire un beau tour d'horizon avec un sujet extrêmement difficile, mais qu'on a de moins en moins peur de parler puisqu'il nous est arrivé de façon aussi massive récemment avec ce que nous vivons. Alors moi, ce que je veux te dire, Luce, c'est le plus grand des merci, je sais pas, je suis émue et très heureuse, de faire partie un petit peu, de ton paysage parce que je me trouve une des grandes privilégiées de la vie, d'avoir connu cette femme extraordinaire qui est en toi. Ben, écoute, je suis sans voix parce que je suis sans voix parce que j'entends tout ça, puis je me dis: «Oh mon Dieu, je le reçois avec beaucoup de gratitude» et puis, je pourrais dire que tout ce que tu dis me concernant, c'est bien sûr, issu de tellement d'années de travail, mais c'est surtout, parce que j'ai eu cette chance-là, moi, de rencontrer, d'avoir des enseignants, des enseignements, des gens qui m'ont enseigné sans même le savoir d'ailleurs. Bien sûr, il y a des grands enseignants et des grands anthropologues, on pense à Louis-Vincent Thomas, bien sûr, mais je suis de toute façon en gratitude pour ce que j'apprends en sortant de ma maison, masquée et en écoutant les gens actuellement. Donc, c'est pour moi, c'est le métier d'anthropologue, c'est de refléter au plus près possible et c'est ça le aussi la science être scientifique, c'est pas juste donner des chiffres épidémiologiques, c'est d'essayer de rendre compte le plus justement possible de ce qu'on l'on observe et de ce que j'ai essayé de faire avec toi ce matin et c'est de poser non pas dans la certitude, mais dans comme une série de petits cailloux blancs, des possibilités d'interprétation de notre monde parce que, j'observe comment si on évite, on est vraiment mal pris, on est pris avec nos angoisses et ça rebondit de toutes sortes de manières, alors que quand on affronte en fait, il y a juste une façon de surmonter, c'est d'affronter, d'être accompagné, d'être, comment dire? D'être compris, d'avoir au moins l'impression d'être compris et donc ça permet de se dépasser et je te dirais que ce matin, avec toi et avec Bernard qui a été l'aide à la technique, mais avec toi, ça a été comme exactement ça, l'impression en condensé d'affronter, une situation qui est terrible, qui est la nôtre, mais comment on répare et comme disait une de mes vieilles gaspésiennes, ben réparer, c'est essayer de faire du peut-être pas du mieux, mais en tout cas du bon avec ce qui nous arrive. Alors merci parce que c'est ça que tu m'as permis de faire, à travers, ce qu'on vit collectivement. Alors une dernière chose, pour nous faire sourire, une dernière chose. Heu, je dirais que si jamais on avait le malheur de te perdre par la mort un de ces jours, eh bien, si jamais ça se passait avant la mienne, je me rendrais avec l'enregistrement de ce matin, je le mettrais à tes pieds et puis je dirais: merci, merci». Alors là, Je dirai rien, je te jure, je dirai rien, là, je serai vraiment en silence. On en a besoin et de musique aussi. Alors bonne musique et bonne musique à tous ceux qui nous écoutent, à toutes celles aussi, ces précieuses, âmes, et oreilles. Au plaisir, merci beaucoup. oui, on se salue, on se dit au grand bonheur de se parler à nouveau et au grand bonheur, de vous revoir tous ceux et celles qui nous écoutent. Bonne C'est le cas journée, de le dire, à la revoyure. à la revoyure, chère Luce. Au revoir. Merci. Au revoir.